Éric était géographe et au cours d'une aventure en Amazonie, et je sais peut-être... oui, je fais la présentation, donc je la fais. Au cours d'une aventure en Amazonie, est tombé inanimé dans la forêt et a été secouru par les Indiens Kogis. Et à la suite de cette rencontre extrême aussi, il a été soigné, guéri, et ensuite il a, depuis maintenant peut-être 25 ou 30 ans, consacré une grande partie de sa vie à aider les Indiens Kogis à défendre leurs droits et aussi, en retour, à inviter la sagesse Kogis, des Kogis, la sagesse qui est finalement un des aspects de cette sagesse universelle dont nous avons parlé tout à l'heure, à nous enseigner les moyens de reconquérir un lien juste avec la nature et notre nature, avec l'école, notamment l'école de la nature qu'il a fondée dans la Drôme, je pense. Donc merci Éric, et très heureux de te revoir. Ça marche. Je fais des petits tests techniques avant de me lancer. Oui, ça marche. Eh bien, un grand bonjour à vous. En entrant dans cette salle, j'ai été bluffé de deux choses. Que vous soyez là à 9h27 un samedi matin, j'avoue que ça m'a bluffé. Quand même, dans ce petit coin, c'est pas une manière de minorer la région, mais on s'attend pas à trouver des gens qui parlent de tels sujets. Et bizarrement, je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais d'entendre parler des gens de ces sujets-là qui sont d'une telle importance dans ce lieu, ça m'a non seulement surpris de vous voir, mais donné envie de rester. Donc, et je vous remercie infiniment parce qu'on dit qu'une personne qui parle toute seule en marchant dans le bocage, on dit qu'elle soliloque, je crois, et on lui tape sur l'épaule en lui disant il y a un bon médecin dans le village d'à côté. Et une personne qui parle avec des gens, pour l'instant, qui l'écoutent, on dit que c'est un conférencier, et parfois même on le paye. Donc merci de m'éviter la consultation médicale. C'est gentil. Moi, je repartirais juste d'une petite phrase de Michel Serres que j'appréciais comme philosophe parce qu'il n'était pas moralisateur, il était assez coquin, du peu que j'en connaissais, qui reprend les propos qui viennent d'être partagés. Nous sommes le monde, nous sommes la vie, nous sommes le vivant. Nous fonctionnons comme le monde, mais nous ne le savons plus. Il faudrait remettre le monde et la vie dans nos pensées. Je pense qu'il y a deux questions. Comment se fait-il qu'on les ait perdus? Ça, c'est une première question intéressante. Et puis la deuxième question, c'est comment on fait? Parce que je pense qu'on est à peu près d'accord qu'il y a cette rupture qui s'est passée. Mais alors, comment, au-delà du discours, comment on peut opérer? Pour la petite histoire, quand on relit la Genèse de la Bible, il y a deux chapitres au début de la Genèse. Il y a le premier chapitre, j'aurais bien aimé citer exactement l'auteur, mais bref, tu vas aller dans l'Éden et tout ce qui vole, tout ce qui marche, tout ce qui rampe sera à ta disposition et tu devras t'en servir et le dominer. Ça, c'est le premier chapitre. Mais le deuxième chapitre, allez savoir pourquoi on l'a perdu, c'est tu vas aller dans le jardin d'Éden et tu vas soigner et protéger. Pourquoi a-t-on perdu le deuxième chapitre? Ça, c'est une vraie question. Et finalement, n'y aurait-il pas un dialogue à réintroduire entre les deux? Donc, qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on a perdu? Et comment, quelles conséquences d'abord, et comment le remettre dans nos pensées? Une petite précision, on parle souvent de progrès. C'est sûr que nos sociétés modernes ont mis une énergie folle et un talent aussi. Ma fille vit à l'étranger et je suis ravi de pouvoir parler avec elle, avec ses petites machines, dans ce qu'on appelle le progrès de la matière, la transformation de la matière. Et ça, c'est linéaire. On voit bien qu'une invention permet d'en faire une deuxième. Il y a un processus cumulatif qui nous permet de progresser. Par contre, il y a deux sujets sur lesquels, allez savoir pourquoi, ni dans les écoles, ni dans les universités, ni nulle part quasiment, on s'intéresse, ce qui est quand même pas banal, c'est comment apprendre à vivre ensemble sans se taper dessus. Ça pourrait être intéressant. Vivre en paix. Je dis pas qu'on s'aime, mais au moins on se tape pas dessus, c'est déjà pas mal. Ça, on n'apprend nulle part. Aller dans les collèges, dans les lycées, dans les facs, ça ne s'apprend pas. Donc si ça s'apprend pas, au bout d'un moment, c'est peut-être pas anormal qu'on se tape dessus.
Et puis la deuxième chose, c'est, vous demandez à des gens dans un colloque, une conférence, qui es-tu? À 99,99999%, ils ne parlent jamais de « je suis vivant, je suis un être vivant ». Jamais. C'est quand même génial, parce que c'est-à-dire qu'on l'a oublié. Ça ne nous vient même plus à l'esprit. Sauf quand on est à l'hôpital ou quand on a un proche qui est malade. Et là, ah non de Dieu, comment ça marche ce truc là? Donc on voit bien qu'il y a deux champs qui sont constitutifs de notre histoire incroyable, qui sont zappés. Alors forcément, ça pose quelques difficultés. Et il y a des sociétés qu'on appelle archaïques, racines, primitives, tout ce que vous voulez, hein, autochtones, moi j'aime bien les appeler racines, qui ont fait le choix inverse. Pas la technique, ça ne vous intéresse pas trop, mais les deux autres sujets. Vivre ensemble, à peu près tranquille, et puis vivre avec, et non pas vivre sur ou vivre contre. Évidemment, il ne s'agit pas de dire les bons sauvages et les vilains civilisés, on n'est pas dans ce registre-là. On est dans le registre de deux mondes qui ont leur chemin, et si simplement on pouvait se parler autour d'un objet commun, parce que nous avons un objet commun qui est l'air qu'on respire, ils respirent le même, hein, l'eau qu'ils boivent, les aliments qu'ils prennent, on a la nature en commun, ça c'est sûr. Et on a deux regards dessus. Et si on se parlait, juste se parler sur l'objet commun, jamais je vais devenir Kogi, c'est trop compliqué, c'est pas ma culture. Jamais ils vont devenir docteur en biologie, c'est trop compliqué, c'est pas leur culture. Mais l'eau, comment tu l'aperçois, toi? Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur l'eau? Ça, oui. Et ça veut dire un changement de regard total entre sous-développé, quand même, l'autre, hein, et différent. Pas évident, hein. Il y a encore quelques années, 70, 80, ce travail de nous mettre en regard sans nous juger, il n'est pas gagné. Hein. C'était pas. Voilà, moi je les rencontre effectivement, comme tu l'as rappelé. Ouais, je te cherchais, pardon, en rappelant ainsi notre histoire. J'ai pas du tout aimé t'entendre dire il y a 25 ans, ça m'agace ce truc. Mais bon, on va prendre quand même. Donc un œdème pulmonaire dans leur montagne. On est en Colombie. On est au nord de la Colombie. C'est la plus haute montagne du monde en bordure de mer. De l'eau dans les poumons, donc un œdème. Et donc j'ai eu la chance que ces sauvages, primitifs, archaïques, sous-développés, 5 siècles qu'on leur pourrit la vie. Avec vous, je vais être cash. Le Hamas n'a pas le monopole de la violence. La violence prend des formes diverses et variées. Aujourd'hui, le Hamas, là-bas, si on faisait des comparaisons sordides, les paramilitaires seraient pas déçus de ce qui s'est passé en Israël. Cette violence, elle change de nom, change de forme, mais elle est partout. Donc on leur a fait subir 5 siècles horribles. Et on continue, c'est pas fini. Et malgré ça, ils disent t'as besoin d'aide? Et là, moi, j'ai fait ce qu'on appelle en France des grandes écoles. On est très content avec ça. Et j'ai jamais appris dans ces grandes écoles la solidarité de la vulnérabilité. Tout d'un coup, t'es fragile. Tout d'un coup, tu ressembles plus à rien. Puis t'as un blanc, un noir, un jaune, un petit, un grand. Tu dis je peux t'aider? Waouh! Et tout d'un coup, on découvre quelque chose de la relation fraternelle, entre autres, qu'on évoquait tout à l'heure. Donc il me ramasse, il me soigne, il me descend en altitude. Quand on a un œdème, c'est la première chose à faire. Et je me retrouve dans une hutte, et ça va mieux, ils m'ont soigné. Je sors de la hutte, j'explore un peu le territoire, et devant la hutte, je vois des petites tomates cerises. Vous voyez, les petites tomates qu'on va peut-être manger à midi pour l'apéro, là? Vous voyez ou pas? Comme c'est le samedi matin, je teste si vous êtes bien avec moi, parce que ils sont en train de partir, j'en vois un qui dort, mais il dort discrètement, donc ça va. Mais je comprends. Puis on peut aussi fermer les yeux, parce que c'est une espèce de ronronnement qui nous donne des informations aussi, donc tout va bien. Donc, petite tomate cerise. T'es OK? Et dans le vivant, le feedback, c'est quand même important, quoi. OK, ça va. Qui sont devant moi et qui poussent par terre. Et donc, comme elles touchent le sol, elles pourrissent. Et moi, comme j'ai fait des grandes écoles, je me dis, ils ne savent pas cultiver les tomates. Donc je vais aller dans la forêt, chercher des tuteurs, et redresser les 30 plants de tomates qui sont là pour faire un très joli jardin à la française. Ouais, je suis content. Donc il y a... Les Kogi arrivent le soir de leur champ, c'est beaucoup des agriculteurs. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de leur expliquer sans les vexer que je sauve leur récolte quand même. Et là, il y en a un qui me dit mais en fait, si on a mis ces plants de tomates là, cette espèce de tomate, c'est parce que ça génère un tanin très fort, une espèce d'insecticide naturel qui empêche les insectes de rentrer. Donc si ça t'embêtait pas de tout remettre comme c'était avant, ça nous arrangerait. Ça, j'ai pas appris ça non plus dans mes écoles. Et en fait, c'est qu'est-ce que je touche du doigt, ce qui est notre problème, hein.
pose une question d'abord. Enfin, intéresse-toi à l'autre. S'il a mis les tomates, c'est peut-être pas juste parce qu'il est con, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Hein. Et alors là, c'est... Quand on imagine qu'on forme des jeunes dans les grandes écoles qui vont, malgré tout, être dans des postes à responsabilité, qui savent ni écouter, ni poser des questions, ni avoir l'humilité de l'autre, déjà, ça va pas être très vivant comme administration et comme fonctionnement. Et donc, je leur demande qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier, c'est quand même sympa, vous m'avez sauvé la vie. Et ils me parlent de leur pyramide au nord de la Colombie, mafia, paramilitaire, guérilla, narcotrafic, 357 mines, tourisme, enfin bref, exploitation du bois, pilleur de tombes, la liste est longue. Donc ils perdent, on leur a pris 80% de leurs terres. Et donc ils me disent, si tu veux vraiment nous remercier de t'avoir sauvé la vie, aide-nous à récupérer nos terres ancestrales qu'on s'est fait piquer, non pas depuis l'arrivée de Christophe, mais de Don Rodrigo de Bastida. C'était un ancien notaire qui devait en avoir ras-le-bol de son étude et qui est parti sur les mers faire fortune. Voilà. Et moi, j'étais jeune, 25 ans, j'ai dit, mais oui, bien sûr, on s'en occupe. Comment une telle injustice a-t-elle pu durer si longtemps? Et donc, en 97, on crée une association qui, aujourd'hui, a réussi à racheter et restituer 2586 hectares de terre. J'insiste sur les 6 derniers. C'est comme un travail de couture, le vivant. Tu parlais de couture tout à l'heure. Et la couture, elle est aussi bien territoriale, on va dire, que relationnelle. C'est-à-dire comment, en avançant ensemble sur quelque chose qui fait un peu du bien, eh ben, ça va recoudre nos liens au-delà du Kogi ou du français. Et donc, il y a quelque chose qui est ressorti, qui est la confiance. Et la confiance, c'est la mère des valeurs, c'est celle qui est au cœur du vivant. Et on va regarder rapidement pourquoi. Sans confiance, pas de vie. Pas de vie sans confiance. Et donc, un jour, je leur dis, c'est pas simple de trouver des sous pour vous aider. En France, on a d'autres soucis. Ils me disent, on vient t'aider. Ah ouais, ok. Ils arrivent à Roissy. Et à 17h, j'ai besoin de vous faire un dessin. Ça se voit pas sur la photo, sur l'état des lieux de la circulation parisienne. Et ils me demandent quand même, mais pas en jugement moral, ça va de vivre comme ça, sans nature, ça se passe bien pour vous. Mais c'est plutôt une inquiétude. Hein. Ils ont raison, ils ont raison. Puis après, ils me disent, est-ce qu'on peut voir, et c'était le début de notre histoire, est-ce qu'on peut voir des sages chez toi? Je suis perturbé. Ça, oui, il y en a forcément. Toute société doit avoir des sages quelque part, mais ils sont discrets. Et nous partons à Carmaling, justement. Et pour aller à Carmaling, on prend le train jusqu'à Lyon, et de Lyon à Chambéry, on prend la voiture. Il y a les tunnels, pour ceux qui connaissent cette partie de la France. Et puis, les Kogi étaient assis derrière moi, et on s'approche du tunnel. Un grand trou noir, là. Et je sens que c'est pas top pour eux de rentrer dans le tunnel. Ouf, on rentre. Et là, il y a une petite question, quand on sort, une petite voix qui me dit « Pourquoi vous faites des trous dans la terre, comme ça hein ?» Eh bien, c'est pour aller plus vite, c'est pour gagner du temps, ça évite de faire le tour, voilà. Et je vous voulais aller jusqu'où, plus vite? Et là, vous l'avez évoqué, hein, le sens. On dit souvent que le sens guérit, parce que le sens permet à l'altérité de converger vers quelque chose. Et dans le corps humain, nous avons une fonction, un principe qu'on va appeler l'homéostasie, qui permet aux différents organes de converger et qu'on tombe pas trop malade, en fait, quoi. Donc on voit bien que c'est un principe de vie. Et si ce principe de vie, on ne le remet pas dans le corps social pour permettre que ce corps social aille pas trop mal, eh ben on favorise de l'éclatement. Il faudrait un récit. Surtout pour les jeunes, pour le désespoir des jeunes. C'est pas possible qu'on fasse ça. Mon fils, il est en première, il m'a dit il y a pas très longtemps, papa, lundi, j'ai 9 heures de cours. Oh putain, pardon, 9 heures de cours. Mais comment c'est possible, ça, 9 heures de cours? Quand tu as 16 ans, on sait que l'intelligence, enfin, la concentration moyenne, c'est 45 minutes. Et nous, à nos jeunes, on leur met 9 heures de cours. Mais on est complètement à côté de la plaque. C'est horrible. Pour lui, je sais pas quoi lui dire. Et à un moment, on est reçu par les membres d'un comité de direction d'une entreprise qui avait gentiment pris en charge une partie des billets d'avion. Et on avait convenu d'avoir un temps d'échange, et temps d'échange intéressant, questions sympas. Puis à la fin, on sort, et puis un Kogi me tire par la manche et me dit comment ils font pour décider? Et voilà comment ils font pour décider. Ben oui, il n'y avait pas de femmes. C'est pas un jugement moral où il faut faire une loi. Non,
c'est que heureusement que nous ne sommes pas identiques, autrement que ce serait très rasoir de faire l'expérience de l'autre, et l'autre, par nature, n'est pas moi. Donc, s'il n'y a pas ces deux regards pour eux, hein, masculin et féminin, qui abordent une question, en fait, on réfléchit comme ça. Et si on réfléchit comme ça, c'est forcément des décisions à la con. Bon, je vous laisse méditer. Et finalement, la question clé qui se pose, c'est quelle est la différence entre nos deux mondes? En fait, la différence entre les deux mondes, là je me suis amusé à mettre celle-là parce qu'elle est un peu penchée, mais c'est pas que hasard. Derrière le CNIT, il y a le ministère de la transition écologique. Je me dis quand même, il y a des gens qui ont dû réfléchir pour se dire symboliquement, là où ça va être fort, c'est de mettre le ministère de la transition écologique à la défense. Là, on se dit, ça a du sens, c'est un beau message. Hein, on se dit, ça parle tout de suite, on a compris que le problème était bien pris en compte. Bref, la différence entre les deux, c'est la loi. Chez nous, si on fait vite, on élit des représentants qui vont dans des chambres diverses et variées, qui sont censés porter notre parole et définir des lois pour le bien commun qui redescendent. Je dis, je le fais vite. J'ai vu des sourcils qui montaient au plafond. Je le fais vite, j'ai pas dit que je rentrais. Voilà. Et donc, ces lois qui sont faites pour le bien commun redescendent dans la joie et la bonne humeur sur nos territoires. Avec un petit passage qu'on appelle peut-être les engagements politiques. Si on met la NUPES plutôt que le RN ou plutôt que les Républicains, plutôt que les socialistes, ce ne sera pas les mêmes choix. C'est ce qu'on appelle la diversité politique aussi. Hein. Et peut-être qu'il y a un peu de lobbying, un tout petit peu, quelque part. Ce qui veut dire qu'en fait, on fait des lois, les humains, les hommes, plus que les femmes, font des lois qui changent quand ça les arrange, en fonction de critères pas clairs du tout. Et ces lois, on dit, hop, on va l'appliquer à la nature. Genre, 10 ans pour glyphosate, alors quand même, on sait que c'est pas très cool. Voilà, ok. Ça marche pas du tout comme ça chez eux. C'est quelles sont les lois, les principes intangibles. C'est vrai pour un écureuil, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour n'importe quoi. Et on ne peut pas faire de lobbying dessus. Qui fondent la vie. Et là, c'est très intéressant, on n'en sait rien en fait. On va mettre des avocats, l'armée, des juristes, des sommes folles pour protéger des lois, parfois intéressantes, parfois quand même bizarres. Mais alors les lois, principes qui permettent la vie, on les ignore, et deux, on n'en tient pas compte. C'est très curieux. Imaginez quelqu'un devant un marin, tiens, un marin, va prendre la mer avec son bateau, il dit, toi la mer, je tiquais la gueule. Il a de fortes chances d'arriver de l'autre côté, lui. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Vous imaginez un marin qui partirait comme ça? C'est impossible. Donc bref, quelles sont ces lois qui fondent la vie? Comment elles s'incarnent dans un territoire? Et ça devient très difficile de trouver un endroit naturel où ces lois expriment quelque chose. On a beaucoup aménagé, transformé, etc. Et du coup, comment peuvent-elles être inspirantes pour rester socialement, en termes d'organisation, une société vivante? Parce que je vous rappelle, comme ça, juste pour le clin d'œil, que l'inverse d'une société vivante, c'est une société morte, qui se réifie, qui meurt, en fait. Alors, j'ai un peu travaillé sur 9 principes. On aurait du temps, je vous demanderais, allez, tiens, trouvez-en quelques-uns. Comme dans le film Pas de bras, pas de chocolat, pas de principe, vous sortez plus de cette salle pendant 3 jours. Vous n'avez pas trouvé les principes. Mais c'est juste le clin d'œil de dire, on ne sait pas, en fait. On n'en sait rien. Avec cette phrase qu'on a tous entendue, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes. Si tu arrives à trouver en toi ces principes, alors tu comprends comment fonctionne le monde. Et il y a un monsieur qui s'appelait René Guénon, qui a écrit en 1924, je crois, un livre qui s'appelle La crise du monde moderne. Vous pouvez le relire. Un siècle plus tard, ça n'a pas bougé. Et il ne l'a pas dit dans ces termes-là, mais il dit si on perd ces principes supérieurs, principes divins, on s'en fiche après. Ils sont divins parce qu'ils nous échappent, parce qu'on ne les comprend pas bien. Il n'y a pas d'autre notion derrière. Dès qu'on a perdu ça, eh ben, là aussi vous l'évoquiez, pouf, on part dans nos délires, pour rester poli. Donc moi je vous en ai proposé 9, hein, ça paraît très bête. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais l'altérité et la polarité, c'est très bête. C'est ce que vous êtes en train de faire depuis que vous êtes sur Terre. Quand on y réfléchit bien, il y a un inspire, puis il y a bien un moment.
faut bien que vous expiriez. C'est pas vous qui avez dit, tiens, ça fait 15 secondes que j'inspire, maintenant j'expire. Non, c'est pas vous. Puis même la nuit, quand vous dormez, ça continue. Incroyable. Et si vous poursuivez ce principe du 2, là, c'est le Tao, quelque part, hein, bah, vous avez bien 2 jambes quand vous marchez. 2 yeux. Enfin, cette notion du 2, pas de la dualité, de la complémentarité des mouvements que ça permet, c'est un principe fondamental. Le masculin, le féminin, jusqu'à présent, il en faut encore 2 pour faire un bébé. Voilà. Et on se rend compte que quand on explore tout ça, ça donne... J'aime bien l'espace vide et la fécondation, parce que vous avez des enfants ? Vous n'êtes pas convaincus, hein, je ne leur répéterai pas. Mais... oui, j'ai des enfants, mais... bon, ça restera entre nous. Et vous vous souvenez comment vous les avez faits ? Ah là aussi, c'est pas clair du tout. Hein. Mais ceci dit, dans ce moment magique de la vie, parce qu'on peut le regarder sous un angle magique, il y a une information masculine, une information féminine, et il y a quelque chose, il y a un espace fécond qui permet qu'émerge la vie. Mais c'est incroyable, ce truc. Donc il faut un espace vide. Voilà. Et en fait, quand on explore comment marche ce moment magique de la vie, on se rend compte sans doute que la Terre a fonctionné de la même manière. Un espace fécond, protégé par 9 couches, qui protègent des météorites, des UV, plein de rayons. Et tout d'un coup, sans doute, c'est une des théories, un élément extraterrestre, entendu au sens d'une météorite, je ne sais quoi, qui vient féconder. En fait, quand on y réfléchit, ça ouvre une toute autre lecture de la vie et de notre place là-dedans. Si je prenais un petit exemple, est-ce que vous avez entendu parler de l'apoptose ? L'apoptose, alors on est dans la physiologie, biologie, hein. Ce serait un système naturel qui élimine les cellules qui ne répondent plus aux besoins du corps ou d'une fonction du corps. Système apoptose, c'est le système de suicide cellulaire lorsqu'une cellule, écoutez bien, ça fait un peu bizarre, lorsqu'une cellule ne reçoit plus d'informations sur son utilité. Là, je suis juste en train de vous dire que se regarder, se dire bonjour, se dire je suis content de te voir ou je t'aime, c'est pas poli, c'est juste vital, parce qu'on a besoin. Hier, j'étais dans un groupe de dirigeants d'entreprise et je leur ai juste, qui se connaissaient depuis quelque temps, je leur ai juste proposé de dire tiens, je te passe la parole et prends vraiment ce terme, s'il te plaît, ce que j'aime chez toi. Oh, ils ont eu du mal, hein. Mais vous auriez vu les visages de ceux qui recevaient la parole. Alors là, vous n'avez pas intérêt à vous tromper, hein. Ce que j'aime chez toi, c'est ta cravate. Non. On sent bien qu'il attend autre chose. Parce qu'on en a besoin. On a tous besoin de cette énergie du regard de l'autre. C'est de la vie. Puisqu'on sait maintenant que selon la nature de la relation avec les plantes, avec les animaux, voilà, c'est pas que les humains, c'est la vie. Tac. Un autre plan que j'aime bien prendre, c'est l'endosymbiose. C'est un de ces principes. C'est une petite fleur, je ne sais pas si vous la connaissez, qui pousse à 3000 mètres d'altitude, ou bien en zone arctique, parce qu'il fait pour l'instant encore un peu plus froid. Là, on est dans le parc de la Vanoise, vers 3000 mètres. Et vous regardez autour, il y a un peu d'herbe en dessous, il n'y a quand même pas grand monde, hein, comme végétaux. 3000 mètres d'altitude. Silène, c'est le nom de la famille, hein, il y a des grandes silènes, des petites. Et Acole, c'est parce qu'elle n'a pas de queue. Acole, voilà. Et elle est violette comme ça, parce qu'en altitude, les fleurs changent de couleur, parce que les rayonnements ne sont pas les mêmes. Cette petite fleur, elle pousse dans un coussinet. Le coussinet peut avoir entre 8 et 10 degrés de température de plus que ce qu'il y a autour du coussinet. Donc dans le coussinet, il y a plein de petites vies de bactéries, un espèce d'univers microscopique qui est là, qui pousse en solidarité, en coopération. Et comme c'est une fleur qui a besoin de 2 ans pour se reproduire, parce que du 15 juin au 15 octobre, la première partie, elle fait la fleur, puis là, elle se rendort, puis la deuxième partie, elle se reproduit. Donc il faut que tout ce petit monde survive dans le froid et dans la neige. Donc la coopération, contrairement à ce qu'on pense, oui, il y a de la compétition, bien sûr, mais la coopération, c'est ce qui permet à la vie de poursuivre son chemin de convergence. C'est pas un principe, il faut coopérer mieux. Non, c'est la vie. Et d'ailleurs, quand on est... Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Hannah Arendt, les valeurs sont comme les feuilles mortes. Elles ne s'agitent que quand le vent se lève. Là, pour la fleur, on peut dire d'une certaine manière, le vent se lève, il faut qu'elle coopère pour survivre. Et nous, on va attendre combien de temps, quel degré de tempête
pour retrouver ce qui fonde la vie. Alors, c'est pour ça que quand on parle de retrouver le lien au vivant, il y avait notre ami Gaudi qui avait évoqué ça. Rien n'est inventé car la nature a déjà tout écrit. L'originalité consiste toujours à revenir aux origines, donc au vivant en nous, à la nature en nous. Il y a une autre phrase qui dit les temps changent mais les comportements demeurent. Donc oui, revenir à l'origine et à la nature, mais dans un contexte différent. Donc ça va donner une forme différente. Alors, il y a des chamans dans cette société qui passent 18 ans dans le noir, hommes et femmes. Le monsieur qui était à gauche, je lui ai demandé, t'as passé 18 ans, toi aussi? Il m'a dit non, 19, j'ai redoublé ma dernière année. Pour aller chercher l'essence. 18 ans dans le noir, de la naissance à plus de 18 ans. Ils dorment le jour, ils travaillent la nuit, parce que c'est dans la nuit que naît la réalité de ce qu'on peut observer comme forme à la lumière. En fait, pendant 18 ans, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils partent du principe que dans le ventre de la maman, le bébé va être nourri via le liquide amniotique, entre autres. Il fait comme ça le bébé pendant sa période d'embryogenèse. Donc le liquide amniotique traverse le bébé. Et donc, selon les émotions de la maman, selon ce qu'elle vit, selon son régime alimentaire, en fait, on construit le bébé, la maman construit le bébé avec tout ce qui la traverse. D'accord ? Donc ils vont jusqu'au bout du raisonnement, ils mettent le bébé dans un ventre, une grotte ou une hutte, et là ils vont dire, eh ben maintenant tu vas écouter ou être traversé, non plus par ce que dit la mère maman, mais la mère terre. Donc quand ils sortent, ils disent, nous sommes les voix de la terre. Alors nous ça fait un peu, Dieu, il se la pète celui-là. Mais en fait quand vous avez passé 18 ans dans le noir, l'ego il est à peu près grand comme ça, égal à 0,5, et je pense que réellement, si on a un peu d'humilité, nous avons affaire à des gens qui peuvent nous dire des choses de la vie qui traverse la Terre. Vraiment. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent, et je vais en terminer dans pas très longtemps, parce qu'il me reste 3 minutes, je crois. Aujourd'hui, on a 2 choix. Le premier choix, je l'ai mis en rouge, le premier choix, les petits frères. C'est nous les petits frères, ceux qui ne se sentent pas responsables de la vie. Bah oui. En fait, le problème de la transition, il se résume à un point. L'agenda. Parce que si dans l'agenda, comme vous le faites ce matin, on ne consacre pas un peu de temps à l'autre, au commun, à la vie, ça va rester des livres, des films, il y a qu'à Faucon, on connaît par cœur, on pourrait remplir cette salle de films et de livres qui ne nous font pas bouger d'1 millimètre. Ils sont intéressants, mais ça ne fait pas bouger. Donc c'est l'agenda. Eh bien, si les petits frères, donc petits c'est nous, parce que frères on est fraternels, on est dans la même famille humaine, et petits on s'occupe absolument pas de la nature. Donc on est vraiment comme des gamins qui n'ont rien compris, il faudra qu'on se réveille. Par rapport à eux qui se considèrent grands frères, parce que dans leur agenda, ils passent du temps à comprendre, à faire avec la nature, et frères, parce qu'on respire, on est frères. Eh bien, on va arriver à la phase finale de la conquête de la planète, et puis quand il n'y aura plus d'air, plus d'eau, plus de mer, on va mourir. C'est pas très compliqué à comprendre, Mais on le sait très bien. D'ailleurs, c'est pas on va mourir, c'est on a déjà commencé. Voilà. Autre alternative, on se parle. Les 2 mondes, celui de la nature, qui garde une trace encore, il y a les Kogis, mais il y en a d'autres, et notre science, et notre monde, qui a aussi ses qualités, on se parle. Et on cherche ensemble des réponses. On a l'audace, la vraie audace, de l'innovation. Pas de répéter les mêmes modèles, non, ça on les connaît. Non. C'est notre chaman à nous qui disait Einstein, ce n'est pas en faisant plus ou mieux la même chose qu'on aura des résultats différents. Il faut l'entendre ce truc-là. Donc il faut trouver autre chose. Et le dialogue fécond avec l'autre fait émerger, surtout quand c'est des autres comme ça, qui après 5 siècles viennent vers nous en disant hey, on y va ou pas, ou on attend que ça se finisse. Et quand on prend la peine de regarder leur science et leur réflexion, là on a rencontré 3 chamans Kogis, ont rencontré des astrophysiciens, des physiciens du CERN. On peut se dire, ils vont jamais rien comprendre. En fait, on a fait de l'épistémologie. C'était surréaliste. Donc, quand il y a un peu de respect de l'autre, ça ouvre des portes incroyables. Incroyables. Oh, ça, c'est plein d'expériences de dialogue qu'on a ouvert entre scientifiques et Kogis pour voir, à l'image du CERN, qu'est-ce que ça ouvre. Et je termine juste par ça. Un jour, ils viennent en France et on est reçus au Quai d'Orsay. Vous voyez le Quai d'Orsay ?
les ors de la République. Nous montons, alors c'est les 2 portes qui sont devant le quai, là, qui donnent sur la Seine, qui étaient ouvertes, enfin une. 3 coquilles montent, nous les accompagnons, les huissiers nous accueillent, hall d'honneur de la République, et nous allons dans une salle de réception des délégations où nous attendent 3 ou 4, je ne sais plus, représentants du cabinet du ministre de l'époque. On s'assied, tout ça, très joli. Et les personnes qui nous accueillent nous disent, disent aux coquilles, parlez-nous de vous, quoi, pourquoi vous êtes là, c'est quoi votre situation? Ils expliquent. Réponse des 3 personnes, c'est un vrai génocide, ce qui n'est pas totalement faux. Et donc je demande, et en cas de génocide, quelle est la procédure? Comment fonctionne? Eh bien, il faut remplir un CERFA numéro 33682, qui, s'il est à peu près convenablement rempli, on verra si vous pouvez boire quelques euros. D'accord. Nous sortons de la salle de réunion, on se retrouve dans le hall d'honneur. Merci madame, c'était formidable. Merci monsieur, c'était super. Et là, essayez d'imaginer la scène, les ors de la République, nos 3 schtroumpfs pieds nuls. Hein. Il y en a un qui voit un canapé avec des polochons dorés, mais des beaux polochons avec des pompons. Et il arrive devant le canapé, il prend le polochon et il le met sur son dos. Et il s'en va vers la sortie. Alors là, comment vous dire? Il y a quand même un truc qui se passe. Et je me rappelle quand je disais au revoir à la dame, je voyais les yeux de la dame qui suivent le polochon, leur dire mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Et le garde républicain qui était comme ça, à qui on n'avait pas dû dire si les invités partent avec le matos, je les arrête ou je leur dis salut. Enfin, donc il avait les yeux qui tournaient dans les orbites comme ça, et l'autre. Alors ça c'est très curieux comme truc parce que je disais au revoir à la dame. Et tout le monde faisait comme si de rien n'était. Il s'en va avec le polochon, mais tout va bien. Et il va vers la porte. Je dis, oh putain, on frôle l'incident diplomatique. Il est sur la porte. Tout le monde le regarde. Et là, il fait... En fait, il se marre comme une dinde. Et il repose le polochon. Et ça, je trouve ça magnifique. Il y a un petit slogan qui dit, je crois que c'est les Zoulous, mais on aurait pu l'appliquer à d'autres gens. Si tu avances, tu es mort. Si tu recules, tu es mort. Et si tu restes sur place, tu es mort. De toute façon, on va mourir. Hein. Donc autant avancer. Et autant avancer en joie. Parce que plus c'est joyeux, plus c'est enthousiasmant, plus on a une chance que ça aboutisse à quelque chose. Et donc ce Kogi à qui on vient de dire « Tu vis un génocide, on peut rien pour toi », il fait « Merci beaucoup ». Je crois qu'il y a des questions possibles. Hein. Alors, voilà, mon micro marche. Et qui va poser une première question? Oui, Eric. Merci Eric, bravo. Et je voudrais te demander qu'est-ce que tu proposes dans cette école de la nature? Comment est-ce que tu parviens à transposer, traduire cette intelligence dans notre vie contemporaine, et comment est-ce qu'elle peut être un moyen de transformation pour nous? Il y a 9 principes, j'en ai pris 9, comme j'aurais pu en prendre 12, ou quelqu'un aurait fait le même travail, il en aurait trouvé d'autres, c'est de les mettre dans la pratique. Dans la Drôme, on a ouvert une école primaire, donc l'école primaire, avec 32 enfants, la baseline de l'école, c'est comment donner envie aux enfants de ne pas aller en vacances. C'est le challenge. Parce que s'ils n'ont pas envie d'aller en vacances, c'est-à-dire qu'ils ont oublié les vacances, qu'ils ont oublié qu'à 5 heures c'est fini, c'est qu'ils sont bien. Donc comment on va réveiller la vie? C'est vrai pour des collaborateurs, c'est vrai pour un collectif. Comment réveiller le désir? Déjà, en ne les prenant pas pour des cons. Ça nous aiderait. C'est-à-dire en leur faisant faire des projets et des actions qui contribuent au collectif, à leur taille, à leur mesure. Mais je pense que si vous avez des enfants, globalement, un enfant est ravi d'aider, de contribuer. Donc c'est une école qui fonctionne, je parle de l'école primaire, par projet. Et les enfants, dès qu'ils rentrent, ils ont un espèce de système de mentorat. Celui qui est en CP va être enseigné ou accompagné par celui qui est en CM2. Ils s'organisent très bien. Ensuite, vous leur demandez, donc le premier principe, c'est l'action. Là, vous leur demandez de quoi aurais-tu besoin à chacun, enfin dans un cercle, vous leur apprenez le cercle déjà. De quoi aurais-tu besoin pour que la journée soit exceptionnelle? Mais imaginez une seconde qu'on demande à des enfants de collège aujourd'hui, de quoi tu aurais besoin pour que le collège soit génial? Bah oui.
Et là, on leur demande, ils disent ce dont ils ont besoin. Évidemment que les enseignants gardent le cadre de sécurité, gardent les fondamentaux qu'il faut bien apprendre pour aller au collège, il ne s'agit pas de les mettre en orbite. Et vous avez des enfants qui progressent en autonomie, qui progressent en coopération, qui progressent en joie, qui progressent en capacité de prendre soin les uns des autres. C'est pas parfait, il y a des disputes, ça reste des enfants, mais c'est incroyable les résultats que ça donne. Incroyable. Donc passer à l'action, redescendre dans le corps, arrêter de... Les coquilles nous disent, le problème du réchauffement climatique, vous savez où il est ? Il est là. Il est là. Vous êtes en surchauffe. On le sait, 90% de nos pensées, c'est de la rumination. Le coup de... Calmons-nous. Donc aider les enfants, oui, à faire des sites spots. Des enfants de CP, CM1, CM2 sont capables de passer 20 minutes tout seuls dans la forêt, sans visu adulte, contents de le faire et contents de recommencer. 20 minutes, je vous mets au défi, nous, de le faire, 20 minutes tout seuls dans la forêt. Et ils aiment ça, et ça les calme, et ça les pose, et ça les ancre, et ça leur fait redécouvrir. Bref. Et pour les adultes, c'est très ballot. Corps, âme, esprit, spiritualité, travailler sur ces 4 dimensions. Mais vraiment, on va, c'est très bête, dormir dans la forêt sans tente. On retrouve la vulnérabilité, on retrouve la fragilité, on retrouve qu'on est des vivants, froids, fins, on retrouve les essentiels. Comment on va s'organiser ensemble pour que ce soit un bon moment ? On retrouve les valeurs. On ouvre des cercles de parole. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Paroles sincères, paroles profondes. Là, c'est un peu compliqué, parce que pour moi, aller dans les toilettes comme ça dans la forêt, je n'ai pas l'habitude. Okay, et donc, on arrive à nos vrais êtres profonds. Et en 4 jours, mais c'est incroyable. La nature, elle guérit tout, la nature. C'est incroyable. Quand on la respecte, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est de la pratique. C'est surtout de la pratique. Nous, on est malades de là. Je ne veux pas dire que c'est pas intéressant, il y a plein de choses superbes. Mais c'est comme si on était des grosses têtes qui penchent, elles sont trop lourdes. Et les enfants, quand vous les mettez en mouvement, ça crée de l'enthousiasme. Et enthousiasme, ça peut être habité par le divin. Mais comme le divin peut être connoté, on va dire habité par la vie, en fait. Merci pour tout. Moi, à chaque fois que je vous écoute, c'est du vrai bonheur. Vous avez dit à plusieurs reprises retrouver nos valeurs. Qu'est-ce qui fait que chez nous, les choses régulièrement se désalignent ? Au départ, les choses ne sont pas forcément mauvaises, et à un moment, ça désaligne, ça déconne, quoi. Et pourquoi chez eux, c'est pas le cas ? Les réponses que je peux vous partager m'appartiennent. Je ne sais pas si c'est des bonnes réponses ou pas. Pour survivre en forêt ou en zone difficile, tout seul, on n'y arrive pas. En fait, quand on regarde dans l'histoire, il y a 3 modalités qui invitent les humains à se rapprocher les uns des autres, malheureusement. Il y a la guerre et la violence, parce que face à la mort, la fraternité, aussi paradoxale que ça paraisse, se renoue. On resserre les liens, parce qu'on peut mourir demain matin. Donc dès qu'il y a une situation de violence, tristement, on retrouve ça. Il y a les mineurs, qui pour moi a été un exemple exceptionnel dans leur galerie de mines. Ils savaient ni lire ni écrire. Coup de grisou, éboulement. Et ils ont inventé un truc dont vous êtes aujourd'hui, j'en suis sûr, tous bénéficiaires. C'est les mutuelles. C'est-à-dire qu'ils ont eu le courage, et on en a parlé, Jean-Michel, ça c'est un acte de courage, de mettre 1 sou, 2 sous. Il n'y avait pas des contrats avec 36 alinéas où vous n'y comprenez plus rien. C'était, je te confie 1 sou, et tu sais ce que c'est qu'un sou que je te confie. Pour enterrer et faire un linceul pour le camarade, soutenir la maman, faire des coopératives d'achat. Après, ça s'est un peu développé. Donc, ils ont eu le courage, alors qu'ils n'avaient ni les compétences, ni le temps, de créer des structures qui mutualisent le risque. Jean-Michel le sait, la seule voie de sortie que je vois, c'est des individus intelligents, à cœur ouvert, qui auraient le courage de créer une mutualité, une mutuelle de notre futur. Imaginez qu'on soit en Vendée 2000, 3000, 4000, à accepter de nourrir notre futur. C'est-à-dire chacun met, allez, 10 €, on va pas faire beaucoup, 5 €, on s'en fout. Par acte d'achat, après le mécanisme, on s'en fout. Et après, imaginez qu'on se retrouve tous, là, les 3000 Vendéens, sur votre territoire, en disant, on a envie de donner vie à quoi ? Reprise du pouvoir d'agir, réécriture de l'histoire, et surtout montrer aux jeunes qu'ils n'ont pas affaire qu'à des adultes qui disent « bah nous, on n'a pas su faire, et vous saurez faire ». Mais c'est horrible, ce truc. C'est horrible, c'est la double peine.
On leur laisse des trucs pourris, on leur dit qu'ils vont savoir faire et nous, on n'est pas capables. Et en vous disant cette histoire de mutuelle du futur, je ne rentrerai pas dans le détail, mais ça reprend tous les principes du vivant. Le sens, la systémie, voilà, ça remet de la vie. Mettez-y un peu de musique, un peu de joie, un peu d'espérance, mais les jeunes vont enfin se dire « Ah ouais, quand même, on peut faire quelque chose ensemble. » Ouais. Ça demande un peu d'intelligence, ça demande un peu de place dans l'agenda. Mais alors, est-ce qu'on attend la contrainte maximum où ce sera trop tard? Ou est-ce qu'on profite qu'on est encore pas trop mal pour se dire on y va et on y va en joie? Et c'est pragmatique. Hein. Les Kogis sont très pragmatiques. Quand vous vivez dans la forêt, nous, c'est un truc qu'on oublie. On fait du développement spirituel. Pas tous, hein, mais souvent, c'est un peu là-haut. Mais on vide pas les toilettes, quoi. Enfin, je sais pas. Faut faire la vaisselle. La spiritualité, pour moi, elle est dans la vaisselle, hein, dans la capacité à mettre de la joie, à mettre de la présence, voilà, dans le quotidien. Et les Kogis n'ont pas le choix. Donc voilà, si je résume, il y a la guerre, il y a les mutuelles, avec cette petite digression, et il y a le territoire. Vivre ensemble en forêt, espace complexe, hein, pour chasser, pour je sais pas quoi. Mais j'ai besoin de toi. Évidemment que j'ai besoin de toi. Donc nous, on n'a plus ça. On n'a pas besoin de toi ou de moi. Dans certaines régions un peu, mais pas beaucoup. En tout cas en illusion. On va aller chez Système U ou Intermarché. Voilà. On n'a pas cette contrainte. Et c'est un effort. C'est un effort parce que je dégage du temps de mon temps à moi pour aller passer du temps sur le commun. On n'a plus de commun. Voilà, enfin, on en a encore, heureusement, il y a des choses qui restent. Hein. Mais c'est la tendance vers laquelle on va. Et si les adultes que nous sommes ne montrent pas aux jeunes l'importance éducative du commun, c'est normal. Sur leur école, sur les mairies, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Mais il faut qu'on arrête de leur raconter des cracks. Il faut qu'on soit fraternel, ou alors on leur raconte des cracks. Vous imaginez un collège où le proviseur dirait « Allez, on va réfléchir ensemble sur qu'est-ce que ça veut dire être fraternel dans un collège. C'est quoi les comportements? C'est quoi les... » Ah, bah ouais, ce serait intéressant. Il y a une personne éminente du public qui me dit « Enfin une bonne idée. » Non, je rigole. Oui, une question. Merci pour cette présentation. Je me demande comment ils gèrent, gérer entre guillemets, j'aime pas ce mot en fait, comment ils vivent leur gouvernance. Ça me semble être un point central également de la transition, aussi bien intérieure que collective. Là, il faudrait qu'on reste ensemble jusqu'à dimanche soir, mais je pense pas que ça va être possible. Je réfléchis sur une réponse courte. Toute société humaine a les mêmes particularités. J'ai envie, j'ai pas envie, violence. Voilà, la diversité existe. Les lois qui vont régir leur système, dont la gouvernance, c'est pas des lois qu'on élabore et qu'on construit, 5e République, 6e République, et qu'on change. Elles sont inhérentes au corps humain et à la vie, donc elles ne peuvent pas ne pas être respectées. Si elles ne sont pas respectées, il y a des sanctions assez lourdes, parce que c'est toute la communauté qui est mise en danger. C'est comme, je sais pas, dans un sous-marin, quelqu'un qui fait un trou dans la coque. On va dire, t'es gentil, mais non, pas de trou dans la coque. On voit bien que quand il y a de l'enjeu, on peut pas se permettre de faire des conneries, quoi. Hein, je vois bien un pilote de ligne ou un chirurgien qui fait les 35 heures, qui dit, bon, j'ai fini mon timing, il pose le scalpel, et l'autre, il est pas recousu, quoi. Ben, on voit bien que cette notion d'enjeu, elle change la donne. Sur la pourquoi je tourne un peu en rond, c'est parce que chez nous, nous avons l'illusion de choisir notre chemin de vie, notre métier. Chez eux, c'est assez curieux. La montagne choisit pour eux. Par exemple, ils ont on ne va pas rentrer dans le détail, mais on va dire un gouverneur, pour faire court, qui les représente politiquement auprès du gouvernement. Et ce gouverneur, il a une petite pierre rose autour du cou, et il l'a eu dès qu'il est né, parce que cette pierre, et l'énergie de cette pierre, c'est celle de ceux qui vont avoir un pouvoir de leadership, on va dire. Alors, comment ils font ce travail? Il y a un mélange de divination, il y a un mélange de constellation, il y a plein de choses qui font que dès l'origine, on sait un peu vers quelle orientation. Mais comme nous, en fait, on le sait bien, on voit bien qu'il y a des postures dans lesquelles on est très à l'aise, parce qu'il y a peut-être une facilité. Alors, d'où vient cette facilité, j'en sais rien. Et puis d'autres dans lesquelles on est moins à l'aise. Donc, le gouvernement, en fait, c'est le territoire.
Et le territoire, parce que toutes les lois de la nature s'expriment dans le territoire. Dans le territoire, c'est les animaux, parce que les animaux n'ont pas de mental, donc ils réagissent directement au cycle du vivant et aux lois du vivant. Et donc, les autorités politiques vont être ceux qui vont être capables de dialoguer avec les animaux. C'est complètement inversé, en fait, la gouvernance. Nous, c'est une gouvernance où on impose à la nature nos lois, et eux, ils vont aller chercher à la source. Pourquoi un chevreuil vient ici à telle heure? Il y a une raison. Pourquoi? D'où ma question, quels sont les espaces vraiment naturels, qui existent encore, dans lesquels on pourrait aller chercher ce que le territoire a à nous dire, dont il a besoin pour l'eau, pour plein de choses. Et c'est le territoire qui exprime les modalités de gouvernance, et le chaman, enfin qui ne s'appelle pas un chaman, homme-femme, qui, à travers l'eau, va regarder si les décisions humaines prises collent aux lois de la nature. Donc ça se fait avec un système de divination, avec de l'eau, avec des pierres, et c'est assez marrant, ils ont une gamme de pierres comme ça, du noir au blanc, des quartz. Hein. Piouf, il y a une quarantaine, du bleu, du vert, toutes les gammes possibles, et c'est un alphabet. Nous, on fait des petits dessins, on les met côte à côte, et on dit A et U, ça fait O, voilà, c'est notre alphabet à nous, et on fait des mots, des phrases, et on se parle. Eux, c'est les pierres. Et à un moment, on était au Muséum d'histoire naturelle à Toulouse, et on visite les galeries des animaux empaillés, ce qui était surprenant pour eux, mais ok. Et on passe dans une salle où il y a des pierres. Et là, le scientifique qui nous fait visiter nous dit, ça, c'est la salle des objets morts. Et je revois la tête des couilles, comment ça, les objets morts? Mais la vie, elle vient des pierres. Et on voit bien qu'il y a... C'est pour ça que je parle de dialogue. On peut considérer que les pierres sont mortes. Je ne suis pas en train de questionner nos croyances. Ok, ça va. Et on peut aussi entendre que pour certains, elles ne sont pas mortes. Au contraire, parlons-nous. On n'essaie pas de se convaincre qu'on a tort ou on a raison. Parlons-nous. Et le dialogue est le signe le plus évolué d'une société un peu près mature, capable de nourrir son avenir, quoi, de se rencontrer, de s'accueillir et de transformer. Ça répond un peu? Ouais. Il faut que j'arrête, il me fait des signes. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Eric, pour cette